Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler cyclisme, débrief de la deuxième étape de Paris-Nice, étape qui nous emmenait de Chevreuse dans les Yvelines jusqu'à Chalais-sur-Loing. C'était 166 km 500 à travers la vallée de Chevreuse, bien entendu, donc les Yvelines, l'Essonne, la Seine-et-Marne et le Loiret. Et ça a été une étape animée encore une fois par le vent, comme lors de la première journée de course. On a eu également un petit peu de pluie, mais quand même moins qu'hier. Mais surtout beaucoup de vent. Et du vent qui était bien situé, mais je l'avais indiqué lors de ma présentation de l'étape. Et le coup de bordure s'est passé vraiment dans la zone que j'avais indiquée. Donc comme quoi, je suis pas si mauvais que ça. Certains directeurs sportifs devraient m'engager. Et Richie Porte devra regarder mes vidéos pour éviter de se faire avoir par des coups de bordure. Salut Richie. Et bien tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Le scénario de course, qu'est-ce qu'on a eu? Le petit résumé de la journée. On commence avec une échappée assez vite, échappée avec Jonathan Hiver comme hier et Diaz de Nippo, Vini, Delco, Marseille, Provence, KTM, 13, enfin l'équipe qui a beaucoup trop de noms pour que je les mette tous dans l'ordre. Jonathan Hiver donc qui a pris les points de la montagne, qui se retrouve désormais en tête avec beaucoup de points au classement de la montagne. Ça lui garantit de l'avoir après l'étape de Saint-Amand-Montrond, ça c'est sûr, donc jusqu'à l'étape 5. Et voire peut-être même jusqu'à l'étape 6. Je sais plus le parcours de l'étape 5, je l'ai regardé, mais là je l'ai pas de tête. Donc ça pourrait suffire. Donc le peloton ne leur laisse pas beaucoup d'avance. Je crois que l'Evans n'a pas passé la barre des 4 minutes. Très vite, on redescend en 2 minutes et après 100 km d'échappée, eh bien, ils sont repris à 60 km de l'arrivée. Donc avant le deuxième sprint intermédiaire, donc on était encore dans une zone plutôt protégée au niveau de la course et c'est après le sprint du côté de Puisolet, le sprint intermédiaire qui était à peu près à 50 km de l'arrivée, que là j'avais dit, je l'avais annoncé, ça allait commencer à être compliqué. Et au moment de vraiment de la zone que j'ai indiquée, on a eu une accélération de la part de la Groupama FDJ dans un premier temps. Ça ne fait pas vraiment de bordure, il y a quelques coureurs qui sont lâchés, comme De Rent et Richie Porte par exemple, mais qui ne sont pas des coureurs en très grande forme en ce moment. C'est après, en fait, il y a Jonathan Hiver également qui se fait lâcher à ce moment-là, mais c'est ensuite on va avoir un coup de bordure vers 30 bornes de l'arrivée avec des Groupama, des Bora. Il y a beaucoup d'équipes en fait qui vont rouler pour ce coup de bordure. Il y a quelques Trek Segafredo avec Pedersen. Enfin, il y a énormément d'équipes qui vont rouler. Très vite, quand le coup de bordure commence à partir, on a déjà un peloton scindé en 3 groupes. Nous avons Julien Alaphilippe qui a une crevaison alors qu'il était dans le premier groupe plutôt bien placé avec les 2 Conan Quick Step. Obligé d'appeler sa voiture. Le problème c'est que la voiture elle n'était pas derrière le premier groupe, elle était bien entendu derrière le 3e groupe parce que les commissaires de course faisaient barrage, donc il a dû repartir dans le 3e groupe. Il a perdu beaucoup de temps. Dans le même temps, vous avez Quintana qui va être retardé par une chute à 25 km de l'arrivée. Alors, j'ai pas vu vraiment... On n'a pas vu la chute en question, donc je ne sais pas si Quintana a juste été ralenti ou s'il est vraiment tombé très fort. Je crois que son cuissard était légèrement déchiré. Il est tombé avec 2 Israël Startup Nation, ça c'était l'ancien, non, ça Cycling Academy. Il y avait un camping-car, je sais pas trop vraiment ce qui s'est passé, mais les coureurs étaient contre le camping-car. Donc est-ce qu'il y a... Et puis il y avait un monsieur qui demandait au peloton de s'écarter, donc je sais pas trop ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais Quintana a dû repartir avec le vélo de son frère. Je pense qu'il l'a gardé jusqu'à l'arrivée, donc c'est pour ça qu'il avait du mal à accrocher les roues. Vu qu'il est reparti dans le groupe Alaphilippe avec Nasser Boigny qui a travaillé pour lui aujourd'hui. Et puis devant, à ce moment-là, à 25 bandes de l'arrivée, on a donc un groupe avec Bardet, Pinot, Nibali, le petit Colombien Higuita de F Education, de F Pro Cycling. Et puis à 10 km de l'arrivée, nouvelle cassure, où là, Bardet, Pinot sont lâchés avec, par exemple, Hofstetter pour la victoire d'étape. À 2 km de l'arrivée, dans le groupe de devant, où vous avez Nibali et Higuita. Eh bien, les Bora attaquent parce qu'ils sont en surnombre. Ils sont 4 dans ce groupe-là, avec par exemple Peter Sagan et Pascal Ackermann, le sprinter qui avait remporté le maillot de meilleur sprinter lors du dernier Giro. Ackermann, c'est Sagan qui va lancer le sprint pour Ackermann. Le problème c'est qu'Ackermann lance trop tôt parce qu'il voit en fait Nils Polint le remonter et je pense que Sagan n'est pas dans une condition physique exceptionnelle.
Et avec Polite qui remonte et victoire à la fin de Nizzolo qui était dans la roue d'Ackermann et qui sort au bon moment. Lui qui était pourtant tout seul depuis quelques kilomètres, Giacomo Nizzolo, parce qu'il était accompagné de Michael Gogol qui avait roulé dans la première bordure, mais ensuite Gogol se fait lâcher quand Sagan fait le tour de vis. Donc voilà, victoire de Nizzolo qui marche bien depuis le début de saison, bon, on va revenir dessus. Tout de suite, c'est l'heure de passer au bilan des Bleus. Alors, vous savez que le bilan des Bleus, c'est pas seulement les coureurs français, c'est les coureurs qui sont dans des équipes françaises également. Et donc, on commence avec la bonne opération du jour. Alors, c'est compliqué parce qu'il n'y avait aucun Français dans le premier groupe. Il n'y a aucun Français qui a réussi à se mettre dans le groupe de 12. Donc, pour moi, la bonne opération du jour, en fait, c'est Thibaut Pinot. Parce qu'il ne perd au final que 15 secondes. C'est-à-dire que le débours par rapport à Nibali ou à Higuita, il est en fait assez faible. Face à Higuita, je crois que c'est 18 secondes ou 16 secondes, je sais plus l'écart. Et face à Nibali, c'est un peu moins parce que Nibali s'est pris une petite cassure et s'est pris 3 secondes. Parce que Higuita a fait le sprint, il a fini 5e de l'étape. Très bon coureur, le Colombien. Mais Pinot, je l'ai pas senti... Enfin, j'ai senti bien, il était plutôt bien placé. Voilà, il y a un moment, il n'arrive pas à prendre la roue de Kung, mais ça roulait très très fort à ce moment-là. Il fallait vraiment être très puissant. Il est quand même un peu moins puissant qu'un Nibali. Mais voilà, il perd 15 secondes. Je pense que c'est très clairement... Aujourd'hui, parmi tous les coureurs qui ont perdu du temps sur le général, pour le Paris-Nice, lui c'est l'un des rares qui peut encore jouer la gagne facilement, même par rapport à un Sharman, si Sharman était exceptionnel sur la fin de ce Paris-Nice, mais j'ai des doutes quand même sur la capacité à Sharman à gagner du côté de la Colmiane. Mais très bonne journée quand même de Thibaut Pinot, et par rapport aux autres Français, il fait plutôt la bonne opération du jour. Je mets également Romain Bardet. Pourquoi ? Parce que quand hier on s'est pris la gamelle qui s'est prise, il faut en vouloir pour repartir au combat. Et toute la journée, il était plutôt bien placé dans la rue, bien entendu, d'Olivier Ornezen et de Michael Scherel, qui sont un peu ses anges gardiens sur ce type d'étape. Il a plutôt fait une bonne journée. Voilà, il finit avec Thibaut Pinot. Bon, il a pas réussi à accrocher dans le groupe d'après, mais je pense qu'il avait pas les jambes. Très clairement, parce qu'il a eu quand même pas mal de brûlures, donc forcément vous avez un petit peu de mal à dormir pendant la nuit parce que ça frotte sur les draps, c'est un petit peu désagréable, donc vous passez une mauvaise nuit. Malgré tout, Romain Bardet, voilà, il fait plutôt la bonne journée aujourd'hui du côté des Français, du côté des Bleus, voilà. Du côté des flops, aujourd'hui du côté des Bleus, on commence avec Nairo Quintana. C'est dommage parce qu'encore une fois Quintana il n'est pas récompensé là aujourd'hui, il était dans le bon groupe Quintana il tombe. Alors je pense qu'il s'est retrouvé sur le bord de la route, c'est pour ça que je dis que le camping-car qui était vraiment... Comment vous expliquer ? Le camping-car, pour ceux qui n'ont pas vu l'étape, le camping-car était vraiment... dans un petit chemin, entre deux champs, mais il était vraiment garé sur le bord de la route. Et on sait très bien que sur des étapes de bordure, comme tout le monde veut être devant, quand ça commence à visser un petit peu fort, il y a des coureurs qui remontent par le bas-côté. Et je pense qu'il y a des coureurs qui ont tenté de passer sur les bas-côtés. Il y en a un qui a glissé dans la boue. Peut-être qu'il s'est retrouvé en contact avec ce camping-car, mais de toute façon, le camping-car n'avait rien à faire à être aussi proche du bord de la route pour moi. Et donc, c'était plutôt dangereux là où il était passé, surtout sur une étape de bordure. Et donc, Quintana est tombé, ou de toute façon, ça a été problématique. Ils ont quand même... il s'est retrouvé seul dans la pampa un petit peu, donc c'est pour ça qu'il se retrouve dans le groupe Alaphilippe, parce que Daillard lui passe son vélo certes, mais il aurait dû avoir un autre coureur avec lui. Il n'y avait pas assez de coureurs autour de lui, je trouve. Il lui manquait un Warren Barguil qui a été disqualifié hier, qui s'en sort toujours bien dans les coups de bordure parce qu'il s'est très bien frotté. Donc Quintana il s'est retrouvé tout seul, donc il a dû attendre le groupe Alaphilippe parce que sinon il pouvait rien faire. Heureusement dans le groupe Alaphilippe, il a été pas mal aidé par Nasser Boigny, mais il avait quand même du mal à récupérer les roues parce qu'il n'avait pas changé de vélo. Il avait le vélo de son frère. Il y a quand même ils ont un gabarit similaire, mais c'est quand même pas totalement le même gabarit, les mêmes cotes au niveau du vélo. Donc voilà, il a perdu pas mal de temps. Et puis également Julien Alaphilippe, crevaison au mauvais moment. C'est rare quand même quand la Deceuninck Quick-Step se fait avoir par un coup de bordure. C'est pas arrivé depuis très très longtemps que la Deceuninck perde du temps sur un coup de bordure, mais là, crevaison vraiment au pire moment. C'est-à-dire que, alors pour ceux qui ne sauraient pas, Julien Alaphilippe a crevé. Je vais faire un petit aparté. Aujourd'hui sur France Télévisions, c'était Nicolas G. Je regarde la course sur France Télévisions. Nicolas G, si vous ne savez pas en regardant la course que Quintana est tombé et que Alaphilippe a une crevaison, c'est que vous avez enlevé le son, parce qu'il l'a raconté
je crois que la chute a lieu, enfin la crevaison ça doit être 15h45, la chute de Quintana ça doit être 15h55 à peu près. Jusqu'à 16h30, il a dû réussir à le placer 130 fois. Alors il y a un moment, normalement le mec qui est là à 15h55, et il était déjà là à 15h53 et 30 secondes. Donc il n'y a pas besoin de le répéter 150 fois, tu le répètes quelques fois, parce que forcément il y a des gens qui arrivent en cours de route, t'es pas obligé de le répéter 10 000 fois non plus que Alaphilippe a crevé. En plus j'avais l'impression qu'il s'en branlait complètement de Thibaut Pinot et Romain Bardet qui faisaient une bonne course devant avec Hugo Hofstetter, et il parlait que d'Alaphilippe. Mais moi je voulais qu'il me parle également des mecs devant, et il en parlait pas du tout. C'est pour ça que Nicolas G, moi je trouve que, c'est vrai que des fois je critique un petit peu Alexandre Pasteur, mais quand tu vois à côté de Nicolas G, tu te dis Alexandre Pasteur c'est quand même un autre monde. Et c'est bien dommage que il soit obligé à chaque fois d'avoir un jour de vacances sur des courses d'une semaine, parce que tu es obligé d'avoir Nicolas G. Avec Nicolas G au niveau du commentaire, je pense qu'il y a beaucoup mieux que lui. Il me fait regretter Jean-René Godard également, qui était très fort dans les commentaires cyclistes, pour ceux qu'on connu, parce qu'il commentait des courses. Moi je me souviens d'un Liège-Bastogne-Liège commenté, d'une Flèche Wallonne commenté par Jean-René Godard avec c'était Bernard Thévenet. Pour vous dire, à l'époque où je regardais des courses cyclistes, moi j'étais tout petit, mais j'ai un peu vieilli quand même. Alaphilippe, crevaison au mauvais moment, donc il n'y a pas grand chose à faire. On passe tout de suite aux coureurs étrangers, aux coureurs au top étrangers. Attaque de Marlou! Et bon, on commence avec. Il n'y a pas grand chose à dire pour les coureurs au top, à part Nibali. Nibali, bonne opération du jour, même s'il perd 3 secondes sur Higuita, c'est pas grand chose. Je pense que moralement il va s'en remettre. C'est l'un des rares qui n'a pas perdu de temps. Il prend 15 secondes sur Pinot et je pense qu'il les gardera après le contre-la-montre. Que Higuita, je sais pas s'il va tenir 8 jours à ce rythme-là. Il a l'air d'être très fort, mais est-ce qu'il n'aura pas un coup de mou à un moment du côté de la Colmiane? C'est à voir. Et puis surtout, Higuita, il a une équipe qui est pas très solide autour de lui, parce que même Sepp Van Mark est pas à côté de lui dans le groupe de 12. Et Van Garderen m'a l'air pas très en forme. Tanel Kangert a perdu du temps aujourd'hui. Donc j'ai l'impression qu'il va se retrouver assez vite seul, Higuita en haute montagne. Et sur une étape comme l'étape de Nice, lors de la dernière journée, même s'il n'y a pas le col, vu qu'en plus, c'est plutôt dans ce sens-là, je devrais dire la phrase, vu qu'en plus vous n'avez pas le col d'Aise dans le final, ça va partir de très très tôt, et donc il faudra des coureurs pour l'aider, et s'il se retrouve seul, il perdra le maillot jaune peut-être lors de la dernière journée, si on arrive jusqu'à cette dernière journée avec le coronavirus. Donc Higuita, bonne journée aussi du côté du Colombien. Étonnant, parce que tout petit gabarit, réussir à tenir dans des coups de bordure quand on a un tout petit gabarit comme ça, c'est qu'il faut être bien placé, il faut savoir rouler. Et on l'a peu vu, il a même fait le sprint, donc ce qui fait qu'il prend pas la cassure, contrairement à Nibali. Donc bonne journée de la part de Higuita qui fait pour le moment un bon début de Paris-Nice, et je pense que ça va continuer comme ça dans les jours à venir. Et puis Nizzolo, qu'est-ce qui marche fort Nizzolo depuis le début de saison, le coureur de la NTT, il est impressionnant. Moi je trouve que vraiment il n'y a pas grand chose à dire pour Nizzolo, mais Odenander déjà il remporte une étape, mais bon, tu te dis c'est un sprinter, Odenander c'est début de saison, il est plutôt en forme, mais bon t'attends de voir. Sur les classiques belges, il est tout le temps présent, alors que c'est un mec qu'on ne voyait pas sur les classiques belges, quand même jusqu'à maintenant. Et là, il remporte un beau sprint, quand même, dans une étape difficile, une étape où il fallait avoir un potentiel de bons coureurs de classiques. Lui qui, l'année dernière, moi je me souviens du Giro, où je l'avais mis plusieurs fois dans mes favoris sur le Giro, pour ceux qui se souviennent. Vous pouvez regarder les vidéos où je faisais la présentation, je faisais le débrief de chaque étape, et puis en fin de vidéo, à l'époque, je faisais la présentation de l'étape du lendemain. Ça durait un quart d'heure. Et pour ceux qui se souviennent, oui, je mettais tout le temps Nizzolo parmi les favoris. J'ai dû le mettre au moins sur 5 ou 6 étapes. Et à chaque fois, il faisait des scores de merde. Donc voilà. Mais c'est pour ça que j'aime bien Nizzolo. C'est quand même un coureur que je trouve qui a toujours une classe. Même en interview, il est très bon en interview. Et c'est pour ça que j'aime bien ce coureur. Et puis on va passer rapidement au flop, parce que là je m'aperçois que je suis déjà à un quart d'heure de vidéo, donc je veux pas non plus vous pourrir la soirée. Et puis je veux pas surtout que la vidéo arrive trop tard. Donc du côté des flops, on va aller vite. Jungels qui perd de 21, Kangert 36 secondes également de perdu parce qu'il n'était pas dans le groupe Pinot, donc il perd du temps également sur Pinot Bardet. Bilbao 3,05,
là, on peut dire qu'il a quand même perdu le Paris-Nice. Pello Bilbao, c'est dommage, mais hier, déjà, il était très très mal placé. Aujourd'hui, c'est pareil. Tu peux pas être performant quand tu es aussi mal placé. Richie porte également 3,37. Et j'ai oublié de parler d'un Français. Je viens de le voir. C'est le Français de la Cofidis, Guillaume Martin, qui a perdu 2,21. Mais là aussi, du côté de Guillaume Martin, quand on n'est pas bien placé, et il était vraiment pas bien placé pendant toute la journée, bah, il s'est fait avoir dès les premiers coups de bordure. Et bon, c'est dommage parce que j'ai l'impression que c'est un coureur qui, malgré le fait qu'il ait une licence de philosophie, je suis quand même depuis 2-3 saisons, manque beaucoup d'intelligence de course. Et je trouve que c'est un peu dommage. Mais voilà, Richie porte, bon, 3,37, il n'est pas en forme, Richie. Il fera équipier de Nibali, s'il peut le faire, parce que j'ai l'impression qu'il est vraiment en méforme. Bon, demain, vous avez vu la vidéo de présentation de l'étape 3, elle est déjà en ligne. Demain, on fera le débrief de l'étape 3. On fera également la présentation de l'étape 4. Il y a la moto 2, la moto 3 qui arrive également sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Allez, ciao ciao!